Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Sébastien Boussois. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur en relations euro-arabes associé au CICID, écrivain, et son dernier écrit Les pays de Golfe, les dessous d'une crise mondiale. Et là, c'est la clé. On parle d'une crise mondiale. Pourquoi une crise mondiale? Parce que je pense que la crise qui a été déclenchée en 2017, c'est-à-dire le 5 juin 2017, et la décision unilatérale des Émirats arabes unis de l'Arabie saoudite, suivie de très près, sans avoir de mot à dire, de l'Égypte et de Bahreïn, isolant le Qatar, ont déstabilisé une grande partie de la région. La situation dans le Golfe se doit d'être une situation de stabilité exemplaire par rapport au reste du Moyen-Orient, mais également par rapport à l'Europe et à l'Occident en général. Je pense que la crise qui ne finit pas ne sert personne, ni le Conseil de coopération du Golfe, qui était un formidable outil au moins de coopération, de dialogue et d'intégration dans la région, ni l'Europe, dont les approvisionnements énergétiques, paraît-il, sont extrêmement importants venant de cette région-là, et pour lequel les Européens auraient tout intérêt aussi à essayer de trouver et de participer à une résolution de cette crise. C'est pour ça que je parle de crise mondiale, parce que on est sur une zone tectonique extrêmement stratégique qu'est ce Golfe, et que ça a des répercussions sur l'ensemble des relations internationales. Ce bouquin, en quelle édition, s'il vous plaît? Édition Armand Collin. Parfait. Donc, j'invite notre auditoire qui s'intéresse de près par rapport à cette situation et qui est centrale, donc notamment la situation du Golfe et son impact sur, bien entendu, la politique internationale, qui est certainement, d'après ce qu'il a expliqué M. Boussois, on va essayer de détailler avec lui quelques questions concernant quelques pays concernés par rapport à cette crise mondiale, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Monsieur Sébastien Boussois, comme vous le savez, notre thématique de ce jour consiste d'équilibrer les dessous de la politique étrangère des Émirats arabes unis sur le plan régional et international, parce que un grand nombre de questions qui font surface, vu l'importance de cet État, soit sur le plan géographique, soit sur le plan, bien entendu, ancienneté autant que État. Il s'agit d'un État très 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 récent. La question qui s'impose, c'est quoi les dessous de cette politique étrangère qui font des Émirats arabes unis un État qui fait la une des journaux et la une de l'actualité? Écoutez, je dirais que la politique étrangère actuelle des Émirats arabes unis est une politique à la fois très complexe, relativement finalement transparente et surtout tentaculaire. Je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, surtout depuis ce que l'on appelle les printemps arabes, donc depuis 2011, les Émirats arabes unis, et avec à sa tête le prince héritier Mohamed Ben Zayed, ont plusieurs objectifs qui sont pour moi relativement clairs et nets. Il y a volonté dans cette conquête territoriale, cette conquête spatiale, cette conquête temporelle des éléments. Il y a une véritable stratégie d'extension de ce que l'on pourrait appeler un début d'empire, un empire confetti, mais un début d'empire. Je suis en train de travailler sur un ouvrage, et je percevais l'évolution des Émirats arabes unis et leur stratégie finalement comme une nouvelle Venise. Beaucoup de personnes ont tendance à comparer les Émirats arabes unis à une nouvelle Sparte, c'est-à-dire une puissance militaire. Mais les Émirats, ce n'est pas uniquement seulement une puissance militaire.
Il y a une volonté d'imposer aujourd'hui clairement sur sa zone d'influence, mais bien au-delà, à la fois un hard power extrêmement efficace, extrêmement puissant, et également un soft power. Donc quand on parle d'hard power, les Émirats arabes unis sont avant tout une puissance militaire importante. Quand une vingtaine d'années, les Émirats décident de créer un petit salon de l'armement militaire qui s'appelle IDEX. Ils n'imaginaient pas, ou alors ils n'imaginaient que trop bien, que ce serait évidemment un commerce lucratif, mais ils en ont aujourd'hui fait le premier salon d'armement militaire au monde. Et évidemment, cela attire les plus grandes puissances, et en l'occurrence les puissances les plus proches, à commencer par les nôtres, la France notamment, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tant d'autres. Mais ce n'est pas uniquement une puissance, je dirais, militaire de facto, c'est aussi une véritable puissance énergétique, bien sûr, de par ses ressources. Et l'objectif, évidemment, est, de par son pétrole et de par ses hydrocarbures de manière globale, de peser dans la balance des approvisionnements divers et variés, et notamment de l'Europe, comme le fait, par exemple, le Qatar. Et il est clair qu'il y a une bataille aujourd'hui extrêmement importante pour laquelle aujourd'hui les Émirats sont au cœur, c'est-à-dire militairement important, énergétiquement important, et j'ajoute les autres éléments qui me permettent de combler un peu cet élément et ce concept de Nouvelle-Venise, une puissance aujourd'hui du soft power, c'est-à-dire à la fois culturelle, à la fois commerciale, donc culturelle avec tout un tas d'institutions et d'organisations, mais également d'universités, de musées qui sont amenés directement à Abu Dhabi ou à Dubaï, la volonté de faire de Dubaï un véritable pôle touristique unique au monde, mais également la volonté d'inscrire les Émirats arabes unis au carrefour des nouvelles routes commerciales, et en l'occurrence de cette nouvelle route de la soie chinoise. Et ça, je fais le lien évidemment avec les conquêtes progressives des Émirats, une volonté de sécuriser la région par l'acquisition d'un certain nombre de ports. Donc ça peut se faire de manière commerciale avec par exemple à Dubaï Port Authority qui achète des ports un petit peu partout dans le monde, mais ça peut se faire aussi de manière plus agressive avec l'influence que jouent les Émirats dans un certain nombre de guerres, et à commencer par exemple avec le Yémen, avec l'appropriation du port d'Aden, mais pas seulement, une véritable conquête morceau par morceau et tout à fait stratégifiée des points les plus centraux de la Corne de l'Afrique pour permettre de sécuriser à la fois l'espace et le Golfe, mais également la mer d'Arabie et la mer d'Oman. Tout ça positionne évidemment les Émirats dans ce que certains appellent un heartland, c'est-à-dire un cœur géostratégique, ou alors un rimland, c'est-à-dire sur les marges, pouvoir ensuite influencer un cœur géostratégique important. Je crois que les Émirats aujourd'hui ont clairement envisagé de se positionner comme cette nouvelle Venise, en ayant également une politique étrangère et militaire extrêmement agressive. Je finirai votre question sur cet élément-là. C'est la manière dont aujourd'hui je pense que les Émirats, avec leur soutien saoudien, ou l'inverse, voyez-le comme vous voulez, en tout cas, s'inscrivent véritablement dans le prolongement de ce que Bush, dans les années 90, appelait ce nouveau Moyen-Orient, c'est-à-dire l'objectif aujourd'hui de la part des Émirats est de sécuriser le Moyen-Orient sur le mode géopolitique rêvé par Mohamed Ben Zayed, c'est-à-dire cette stratégie de stabilité autoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on fait les voies démocratiques qui se sont élevées dans les années 2010 dans la région. On installe progressivement des contre-pouvoirs à la rue, mais également au vote. Et petit à petit, on voit bien que les Émirats ont grignoté de leur influence dans un certain nombre de pays. Le modèle rêvé de Ben Zayed et l'Égypte du maréchal Sissi aujourd'hui. Mohamed Ben Zayed rêve de mettre un terme à toutes les velléités d'alternance politique qui ont été à un moment incarnées par les frères musulmans et à un moment ont été soutenus par le Qatar, et veut petit à petit mettre en place des dirigeants qui lui correspondent, c'est-à-dire des clones de Mohamed Ben Zayed, des hommes militaires qui ont une vision militaire de la stabilité et de leur pays. Et c'est comme ça que du coup les Émirats ont, pour moi, à ce stade-là, réussi à marquer de leur empreinte une influence extrêmement forte dans un certain nombre de pays dans la région, que ce soit en Égypte, que ce soit au Yémen dans la guerre qu'ils ont menée avec l'Arabie Saoudite pour renverser les Houthis, que ce soit au Soudan au moment de la transition, que ce soit dans son influence en Éthiopie
et en Érythrée, des rivalités avec le Qatar, mais également dans évidemment le conflit libyen, où on est dans une guerre proxy par excellence entre d'un côté les Émiratis, le général le Haftar et la France, et la Russie, et de l'autre côté plutôt la Turquie, soutenue par Doha, qui essaye de maintenir le régime de Tripoli. Et puis il y a une dernière influence politique extrêmement importante, c'est une ingérence claire et nette de la part d'Abu Dhabi dans la vie politique d'un certain nombre de pays du monde arabe. Je prends le cas de la Tunisie, je prends le cas de cette volonté d'influence également commerciale et politique au Maroc, mais évidemment aussi dans cette conquête, comme vous l'aviez dit en introduction, d'un certain nombre de marchés qui peuvent se faire en Afrique. Et je pense par exemple aux pierres précieuses et aux métaux rares, où les Émirats ont une grande influence dans des marchés d'Afrique subsaharienne, souvent en rivalité avec la Chine d'ailleurs. Vous êtes en train de donner un tableau énorme pour un État qui vient d'être créé en 1971 et qui ne dépasse pas 10 millions de personnes. Vous êtes un géopolitologue, vous savez comment ça se passe, les relations entre États, et surtout un État qui vient de naître sous forme fédérale, plutôt, et du coup cet État, avec tous ses moyens, quels que soient les moyens en termes de pétrole, bon, ça reste toujours une toute petite réserve par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à d'autres puissances en termes pétroliers, et on les trouve partout. La question qui s'impose, est-ce que tout ce qu'on est en train de vivre, est-ce que vous avez cité comme option, comme choix, comme action à travers le monde de cet État, micro-État, qui est né récemment avec l'histoire qu'on connaît, hein, donc tout le monde le sait, ne travaille pas comme un soldat dans un autre plan qui dépasse largement le cadre du plan que nous vivons, voire un nouveau plan pour le nouveau ordre mondial, et qu'il joue un rôle très important, soit sur le plan bien sûr religieux avec la langue arabe et avec leur situation géographique auprès de l'Arabie Saoudite, mais aussi bien entendu ce fonds qu'ils ont pu cumuler depuis un certain nombre d'années, hein, donc ça fait quoi, une cinquantaine d'années, voire moins, mais ça ne leur fait pas un État qui est capable de jouer le rôle qu'il veut jouer la Chine. Pour qui travaillent ces gens? Est-ce qu'ils travaillent pour la Chine, comme vous l'avez expliqué pour l'histoire de la route de la soie? Est-ce qu'ils travaillent pour les États-Unis, par rapport à ce nouveau ordre mondial, ou bien par rapport aux pays voisins? On aimerait bien savoir pour qui travaillent ces gens, s'ils travaillent, qu'on soit clair. Je n'aime pas le terme de nouvel ordre mondial ou quoi au caisse. Je ne crois pas à ce type de stratégie planétaire et tentaculaire ou instiller un nouvel ordre quel qu'il soit. Je crois en les raisons d'État. Je crois en les raisons à la fois, avant tout, nationales, des intérêts particuliers de chacun des États qui, à un moment ou à un autre, vont se trouver des alliances pragmatiques avec certains pays sur des situations données, et puis des alliances avec d'autres pays sur d'autres situations. Certains pays sont alliés sur une question et pas sur une autre. Il n'y a pas de les Émirats travaillent pour un tel ou petit soldat ou quoi au caisse. Bien, je crois, quand je citais Venise tout à l'heure, la capacité et la volonté absolument démesurée d'un État qui géographiquement ne pèse rien, évidemment, sur le globe, vous avez raison, comparé aux États-Unis, comparé à l'Europe, mais l'Europe divisée, comme le Golfe d'ailleurs, ou comparé à la Chine. Je crois que c'est l'image de la souris et de l'éléphant. Les Émirats arabes unis ont compris une chose, c'est que en entraînant dans la roue un certain nombre d'alliés, en faisant un certain nombre d'alliances, ils pourraient parvenir à une partie de leur fin. Alors, est-ce que les Émirats travaillent pour les États-Unis? Personne ne travaille du côté du Golfe aujourd'hui véritablement contre les États-Unis. Il y a des alliances pragmatiques qui, si elles diffèrent sur certaines questions ou sur certaines situations, savent très bien qu'ils ont tout intérêt de toute façon à ne pas se mettre à dos des grandes puissances, et tous les Émirats en général, le Qatar, Oman, encore plus Oman, et bien d'autres savent très bien qu'ils ne peuvent se mettre à dos une puissance mondiale de manière durable. L'objectif de ce que font aujourd'hui les objectifs des Émirats arabes unis sont multiples, comme je l'ai expliqué, mais ils veulent utiliser un certain nombre de puissances. De leur côté, ils utilisent l'Arabie saoudite sur la situation
au Yémen. Ils utilisent la Russie sur la situation libyenne parce que ça les a l'avantage d'avoir, en tout cas jusqu'à maintenant, le général Haftar pour reprendre Tripoli. Les Émirats arabes unis n'ont pas les effectifs, évidemment. Les Émirats arabes unis sont une petite population de rien du tout. Il y a aujourd'hui clairement un intérêt, et c'est ça qui en fait une géopolitique comme l'a été Venise, comme l'a été Gênes et plein de villes-États qui ont été à un moment ou à un autre des villes-mondes dans une multiplication des acteurs en géopolitique. Aujourd'hui, vous pouvez peser en étant qu'une ville. À un moment, ça a été Dubaï qui a été le grand pôle touristique, économique, etc., qui s'est effondré après 2008, qui reste de manière très instable une puissance en tant que telle, et puis après l'effondrement, Abu Dhabi a existé par rapport à ça et a profité de l'affaissement de Dubaï. Je crois que les Émirats adorent ce qu'on appelle les guerres proxy, ce qu'on appelle en anglais les surrogate warfare, c'est-à-dire des guerres par procuration. Si l'on n'a pas les moyens, si l'on n'a pas l'effectif, si l'on n'a pas l'armée pour parvenir à ses propres fins, on va utiliser des alliés qui vont aller dans le même sens que nous. C'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé en Libye, c'est ce qui se passe en Tunisie. À un moment, les Émirats étaient proches de Nida Tounes, et puis après ça a changé. Je crois que, en tout cas, la stratégie des Émirats est assez structurée. Mohamed Ben Zayed est un militaire, donc sa tête est très organisée, c'est un fin stratège. Les Émirats travaillent avant tout pour eux-mêmes, ils travaillent surtout pour s'offrir et se permettre un développement durable et ne pas être rayé de la carte à la fin de la rente pétrolière ou ne pas être rayé de la carte à un moment par des mauvais choix d'alliance. Et je crois qu'évidemment, ils ont l'intérêt, ils ont l'atout d'avoir l'Arabie Saoudite, d'avoir impulsé disons-le comme ça, la nomination, en tout cas l'adoubement de Mohamed Ben Salman à la Maison Blanche en 2016, et c'est ce qui a permis à Mohamed Ben Zayed de déplacer petit à petit ses pions en se cachant derrière l'Arabie Saoudite. Il y a encore peut-être un an et demi, il y avait peu il y avait peu d'exemplaires de presse qui mettaient en avant et qui mettaient en une Mohamed Ben Zayed. Et il en était bien ravi d'ailleurs d'être très discret, d'être dans cette ombre-là. Et puis petit à petit, les titres de presse ont commencé à afficher Mohamed Ben Zayed, le nouvel homme fort du monde arabe. Je ne crois pas que ça soit démesuré. Je crois qu'en tout cas, c'est la vision claire que les États-Unis ont également de cette région. La démocratisation, peut-être pour demain, peut-être pour après-demain, mais la priorité et l'acheminement énergétique, la priorité et la stabilité dans la région. Et je crois que depuis des décennies, ce sont évidemment les régimes autoritaires, ou en tout cas en particulier militaires, qui ont toujours prouvé cette capacité à stabiliser les espaces et à stabiliser les populations. Monsieur Boussois, la relation entre MBS et MBZ, paraît-il qu'il est amicale. C'est une relation on sent comme quoi il y a une concurrence et qui n'est pas claire. Est-ce que peut-on considérer que MBZ constitue une menace pour MBS, bien entendu, et l'Arabie Saoudite autant que leader des pays musulmans? Je crois que l'image de Mohamed Ben Zayed n'est pas aussi catastrophique que celle de Mohamed Ben Salman. Donc quand bien même on se tourne vers la Mecque pour faire sa prière, une grande partie des pays du monde arabe et des sociétés du monde arabe critiquent aussi Mohamed Ben Salman, critiquent l'emprise des lieux saints de l'islam par les wahhabites et par les salafistes et donc par les Ibn Saoud depuis maintenant un certain nombre de décennies, le tout validé par les États-Unis. Je crois qu'évidemment, dans la balance, l'Arabie Saoudite est un pays beaucoup plus important, beaucoup plus imposant, avec 30 ou 40 millions d'habitants. Les Émirats sont très mobiles, ils sont à la fois ici et là-bas, ils sont à la fois partout et nulle part, et ils sont surtout dans cette diversification de l'économie et de la politique qui les fait s'inscrire sur l'échiquier mondial de manière extrêmement importante. On voit bien, Mohamed Ben Salman essaye finalement de faire comme Mohamed Ben Zayed, sauf que c'est beaucoup plus compliqué pour lui, parce que le pays est beaucoup plus ancestral, beaucoup plus tribal, beaucoup plus bédouin, beaucoup plus ancré dans une tradition
dans une tradition très finalement moyenâgeuse. Le véritable stratège, encore une fois, le véritable cerveau, c'est Mohamed Ben Zayed. Il a quand même plus de 50 ans, il a une expérience, il a été formé à Sandhurst en Grande-Bretagne. Mohamed Ben Salman vient de nulle part, si ce n'est de ce désert où il a été peu formé, où il est arrivé sur la scène internationale, mis en place, et il savait très bien que indirectement, celui qui le formerait, qui lui apprendrait des choses, ça serait quand même finalement Mohamed Ben Zayed. Donc la situation aujourd'hui, on le voit bien, Mohamed Ben Salman a multiplié les faux pas, a multiplié les vraies erreurs, a été à l'origine d'un certain nombre de crises sur lequel je me pose la question de savoir s'il rebondira à un moment ou à un autre si Donald Trump s'en va l'année prochaine. L'affaire Jamal Khashoggi, la guerre au Yémen et les plus de 100 000 morts, les purges même au sein de la société saoudienne. Mohamed Ben Zayed avait quelques inquiétudes au sein même de son propre pays qui étaient quelques forces obscures dans les Émirats, enfin au nord de la fédération. Il avait vu 2-3 frères musulmans et il était dans une parano et avait peur de se faire renverser à un moment ou à un autre. Mohamed Ben Salman a beaucoup plus d'ennemis à l'intérieur. La purge qu'il a fait pour récupérer un nombre de fonds il y a maintenant 1 an et demi. Il a des ennemis clairs et nets à l'intérieur du pays. On ne sait pas comment la vie politique saoudienne évoluera dans les mois à venir et la situation du roi Salman. Donc oui, non, on ne peut pas certes comparer. Les Saoudiens sont la 7e armée au monde, mais aujourd'hui, ce n'est plus uniquement la puissance économique ou la puissance militaire qui compte pour imposer les choses. On le voit avec les États-Unis. Les États-Unis sont la première puissance mondiale, ils ont été dévastés par le Covid. Les Émirats misent sur d'autres atouts et d'autres pôles d'excellence et de compétences. Vous avez raison sur la relation avec Israël. Ils ont aujourd'hui une expertise extrêmement importante dans la région sur le cyberhacking. Ils en sont aujourd'hui devenus les grands spécialistes formés clairement par Tel Aviv. Ils savent très bien faire des opérations de hacking contre la Qatar National Agency en 2017, comme ils forment aussi les Saoudiens pour le faire au moment de l'affaire du football autour de Bein et de BoutQ par exemple. Quand on n'a pas la capacité en termes de population ou en termes de puissance économique, on fonctionne par procuration ou on devient excellent sur des domaines pour lesquels d'autres pays sont peut-être parfois plus en retard. Les Émirats n'ont pas assez de population. Ils veulent imposer leur agenda dans la guerre au Yémen ou dans la guerre en Libye, eh ben c'est pas grave, ils vont chercher des jeunes Soudanais sur un terrain qu'ils essayent aussi d'influencer et ils embarquent des jeunes Soudanais dont les parents n'auront plus jamais aucune nouvelle pour aller mener des combats sur la terre libyenne, sur la terre syrienne ou sur la terre yéménite. Donc vous voyez qu'il n'y a pas aujourd'hui besoin dans ce jeu de ce système de géopolitique d'être la plus grande des puissances. On peut être une très grande puissance et être très fragilisé. On peut être un petit pays et arriver à utiliser d'autres outils. Donc, ils ont de l'avenir, si j'ai bien compris. MBZ a de l'avenir, vu cette nouvelle stratégie que vous avez bien décortiquée, qui rentre aussi dans sa politique étrangère. Donc, le modèle israélien, c'est le modèle par excellence dans sa nouvelle vision de gérer son pays. Oui, il y a une identification très forte des Émirats à la réussite d'Israël, cette notion de start-up nation, ce pays électronique, ce pays sorti de nulle part en 1948. Je crois que le modèle israélien de puissance malgré un petit territoire et malgré une petite population fait évidemment rêver Mohamed. Il me reste une dernière question, si vous le permettez. Monsieur Boussoua, il y a un élément qui concerne beaucoup de monde. Vous êtes un franco-belge, donc vous connaissez aussi la Belgique de près et ce qui se passe sur le plan belge et le plan français sur la question religieuse est presque la même. Est-ce que vous croyez que les Saoudiens laisseront le champ libre ainsi que les Qataris pour que les Émiratis soient aussi bien présents sur le champ religieux? Alors, ça serait trop long de tout expliquer et dans le monde arabe et en Europe. Si on prend juste l'exemple de l'Europe, dans l'absolu, mieux qu'il n'y ait aucune ingérence extérieure pour qu'il y ait enfin une construction d'un islam dit de France, d'un islam dit de Belgique ou d'un islam européen qui
soit réellement connecté avec les fidèles et avec les que sont avant tout les Européens d'origine maghrébine. Cette connexion de l'islam dit malékite, même si les Émiratis ont des connexions également avec cet islam, n'est pas, à mon avis, le meilleur modèle que doivent prendre les fidèles musulmans originaires du Maghreb. Et on voit bien les tensions au sein même de la France, au moment de l'affaire de la mosquée d'Evry ou également de la mosquée de Paris. Il y a des tirs, mais il y a également, encore une fois, des guerres d'influence par procuration avec la mosquée de Paris et le nouveau recteur d'origine algérienne qui est de toute évidence beaucoup plus lié en tout cas aux Émirats arabes et d'autres pays. Est-ce que l'Arabie saoudite laissera faire? L'union fait la force et que pour l'instant, l'intérêt des deux est de continuer à imposer leur agenda sur leur islam et leur vision, qui est un islam rétrograde, wahhabite, salafiste davantage pour les Saoudiens, dont un certain nombre d'organisations terroristes se sont revendiquées. Je viens de finir un article sur les menaces qui pèsent suite à un rapport qui a été fait par un centre de recherche extrêmement intéressant qui s'appelle Tactics à Londres et sur l'influence des Émiratis et des Saoudiens dans les Balkans dont on ne parle pas assez, parce que si l'on parle de la France, si l'on parle de la Belgique, si l'on parle de la politique de voisinage européenne, on essaye de former maintenant des imams en France, en Belgique, et qui soient connectés avec le Maghreb. Des imams ont été formés au Maroc, comme vous le savez, et je crois que l'objectif est à terme de mettre fin à une grande partie de la collaboration, ne serait même pas le mot, mais finalement de la mise en place d'imams saoudiens en Europe qui étaient totalement déconnectés du terrain et qui ne diffusaient pas cet islam relativement modéré. La situation dans les Balkans est plus qu'inquiétante. Aujourd'hui, le rapport, et j'invite les auditeurs à se procurer ce rapport sur le site du Centre de recherche Tactics à Londres, qui a été présenté au Parlement européen au mois de janvier dernier, met clairement le doigt sur, c'est pas une nouveauté, sur l'influence des Saoudiens dans les Balkans. Depuis la guerre dans les Balkans, les Saoudiens et les Pakistanais ont imposé leur ordre dans la région en construisant des mosquées dont on voit bien que l'architecture n'est pas tout à fait la même que celle que l'on peut trouver au Maghreb ou ailleurs, et dont l'objectif est petit à petit d'avoir la main mise sur les communautés musulmanes des Balkans, parce qu'à un moment ou à un autre, peut-être qu'on pourra utiliser ces communautés musulmanes qui ont été brimées, qui ont été martyrisées, qui ont été massacrées au moment du génocide de Srebrenica en 1993. Et aujourd'hui, le rapport dont je vous parle va même plus loin. Les Émiratis et les Saoudiens ont clairement l'objectif d'utiliser les communautés marginalisées d'États, donc de pays qui tapent à la porte de l'Union européenne. Je pense par exemple à la Bosnie-Herzégovine, mais également de pays qui sont déjà dans l'Union européenne. Et il y a aujourd'hui des éléments clairs de l'influence des Émiratis et des Saoudiens sur les communautés marginalisées, notamment roms, en Bulgarie, en Albanie, mais également dans tous ces pays où aujourd'hui ils parviennent même à convertir un certain nombre des Roms, puisque les Roms ne sont pas d'origine musulmane, et en faire des personnes radicalisées. Donc ce rapport met le doigt sur la radicalisation totalement construite de certaines communautés qui sont marginalisées, qui sont discriminées, qui ne sont pas bien vues en Europe et qui pourraient à un moment ou à un autre servir d'armes contre l'Europe pour imposer cet agenda de manière beaucoup plus forte et ensuite pour que Saoudiens et Émiratis arrivent comme le Messie contre ce cheval de Troie en se présentant comme ils le font habituellement, comme ceux qui réimposeront la stabilité et qui expurgeront les communautés musulmanes de ces, je dirais, de ces scories extrémistes. Il y a une véritable perversité dans ce jeu dont les musulmans d'Europe sont pour l'instant aujourd'hui malheureusement les premières victimes. Mais le souci qui se pose, les musulmans d'Europe se trouvent dans l'Europe, M. Boussois. Et le danger, c'est plus que les musulmans, c'est la stabilité de l'Europe. Et aussi la paix, et aussi la cohésion sociale dans ces pays européens. Ce qui m'inquiète, moi, dans cette analyse, c'est que comment peut-on laisser faire un pays soutenu, tout le monde le dit, hein, donc on les laisse faire, et en même temps, il s'attaque à ces pays qui le laissent faire. Et on parle de l'Europe notamment. Donc il y a quelque chose de malsain quelque part.
oui, légèrement. On peut passer son temps à critiquer les influences étrangères dans nos pays. Je crois que, et la France en particulier, est la première à avoir des relations d'intérêt économique et militaire, de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, avec les Émirats ou avec d'autres pays du Golfe. Donc la situation aujourd'hui, elle est dans un équilibre extrêmement fragile, puisque et peut-être que ça en surprendra sûrement plus d'un, mais les Émiratis sont fans de stabilité. Parce que par exemple, l'objectif, évidemment, c'est que dans ce contexte où l'État n'est pas censé interférer dans à la fois la construction des mosquées ou la gestion jusqu'à maintenant, évidemment, le financement de l'islam par les puissances étrangères a été du coup un bout de part et a été extrêmement important. Évidemment, la zakat ne suffisait pas. Donc, les puissances étrangères ont joué ce rôle-là. Et du coup, c'est évidemment problématique aujourd'hui. Il faut pouvoir réeuropéaniser l'islam européen. Il faut évidemment que les musulmans qui ont des connexions identitaires et culturelles soient avec leur pays d'origine et dont l'islam est plutôt un islam dit du juste milieu ou un islam plus modéré que celui qui vient du Golfe, puissent aujourd'hui être pleinement revendiqués, reconnus, soutenus, parce qu'effectivement sinon on va au-delà de la montée de ces communautarismes. Et puis tant que certains pays joueront la carte des autres puissances étrangères du Golfe, je pense à l'Algérie par exemple, qui est largément connectée avec les Émirats arabes unis, on aura du mal évidemment à se désincarcérer de ces influences multiples de l'islam d'Europe. Vous le savez, Monsieur Boussois, je suis un franco-marocain. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure au départ, vous avez parlé d'une tentative d'influence politico-économique sur le Maroc par les Émirats arabes unis. Et j'aimerais bien, si c'est possible, de nous expliquer comment vous arrivez à évaluer cette influence et cette tentative d'influence plutôt. Je crois que il y a clairement de la part du Maroc une volonté d'empêcher les Émirats de prendre le contrôle des mosquées dites marocaines. Je crois qu'on le voit à travers un certain nombre de cas que j'ai cités tout à l'heure. L'objectif du Maroc est de rester relativement neutre et que ces mosquées marocaines restent avant tout connectées avec le Maroc. Alors bien ou pas bien, après c'est une autre question, mais c'est une véritable guerre de rivalité qui pose problème. Et la connexion, surtout dans cette situation actuelle, la connexion évidemment extrêmement forte entre l'Algérie et les Émirats se fait bien sûr au détriment du Maroc dans le contexte évidemment actuel. Donc je crois que c'est une guerre d'influence, c'est une guerre culturelle, c'est une guerre culturelle, et qui a une volonté évidemment de déstabiliser les mosquées marocaines pour aller diffuser ou imposer d'autres formes d'islam qui seraient plus proches et politiquement et culturellement notamment de l'Algérie. Monsieur Sébastien Boussois, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant et surtout dans cette période, cette période floue après le Covid-19 et notamment, comme vous l'avez bien cité, ce vide qui risque d'être source d'inquiétude comme le cas au Balkan, comme vous l'avez bien expliqué, ça risque aussi dans nos quartiers, donc c'est une histoire aussi d'un vide et d'une période de récession. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur en relations euro-arabes, associé au CICED, mais surtout écrivain. Et j'invite notre auditoire à procurer ce livre qui explique un certain nombre d'éléments cités dans cette émission, Pays du Golfe, les dessous d'une crise mondiale. Merci infiniment, Monsieur Boussois. À très bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Merci, au revoir. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.